Eh bien, je m'appelle Pierre Dutilleul, je suis éditeur depuis plus de 35 ans maintenant, avec des spécialités notamment dans la littérature générale et un penchant certain pour la fiction et pour les récits. Alors en fait, je suis né à Chartres, mais j'y ai très peu vécu, quelques mois, et j'ai passé toute ma jeunesse à Amboise, entre Léonard de Vinci et François Ier, au pied du château, dans l'ombre un peu de mon grand-père, qui a été maire de cette ville pendant de nombreuses années, et que j'accompagnais dans beaucoup de ses missions. Ces missions, c'était de recevoir des hommes politiques, notamment puisque un de ses adjoints à l'époque était Michel Debré, qui était en même temps Premier ministre. Donc ça nous a valu une rencontre avec le général de Gaulle quand on a 8-9 ans. C'est quelque chose qui marque, notamment le déjeuner à la maison chez mes grands-parents. Et puis, Amboise attirait beaucoup de personnalités du monde des arts, des sciences. Je voyais souvent le dimanche Francis Poulenc qui venait jouer ses dernières créations sur le piano de chez mes grands-parents. Je voyais le professeur Bernard, l'hématologue célèbre qui habitait juste à côté. Je voyais le professeur Debré, le père du Premier ministre, des personnalités qui faisaient que l'esprit était éveillé, puisque je ne vais pas dire que j'avais des grandes conversations avec ces gens-là. Donc c'était quelque chose qui m'a éveillé très tôt, finalement, à la lecture et à écouter les autres, et notamment la radio. Et depuis que j'ai 4 ou 5 ans, j'avais 2 passions, en fait, la radio et la lecture. Je dévorais des livres et j'écoutais la radio jour et nuit. J'étais tout petit. Et je faisais courir mes frères et sœurs dans le jardin avec une louche à la main en guise de micro, en commentant cette course autour du petit jardin que nous avions à Amboise. Donc 2 vocations qui sont venues très tôt, dans lesquelles mes parents n'ont pas cru du tout. Tout ça n'est pas sérieux, alors qu'en fait c'était très ancré au fond de moi. Et lorsque j'ai voulu partir pour exercer des fonctions dans le domaine de la radio, notamment pour commencer, j'ai pris contact avec Europe 1, dont j'écoutais beaucoup les émissions et les animateurs, qui m'a répondu par retour de courrier en m'invitant à passer un week-end à Paris au sein de la station, ce que j'ai évidemment accepté, mes parents aussi cette fois-là. Et puis, de week-end en week-end, je suis allé le plus souvent à Paris et j'ai eu l'occasion, un matin, puisque c'était le week-end, à 5 heures du matin, l'animateur n'est pas venu, le technicien m'a dit « il faut y aller » et donc j'ai pris l'antenne en tremblant ce jour-là jusqu'à l'arrivée de l'animateur en question. Et donc mon amour de la radio a pu se concrétiser, j'avais 15 ans. Donc c'était très jeune. À cette époque, ce n'étaient pas les stars de la télévision qui envahissaient les radios, mais des gens qui avaient des choses à dire et qui avaient plaisir à les dire. Donc c'était une expérience formidable. Et mon meilleur ami s'appelait Jean Mamère, c'était un grand journaliste, enfin il est devenu un grand journaliste sportif, le frère d'un homme politique, journaliste aussi, Noël. Et donc, avec Jean, on est rentré au bout d'un moment chez France 3, où on commentait les matchs de football. Bon, c'était des matchs de 2e, 3e division, on n'était pas les cadors de la télévision, mais on s'est beaucoup amusé pendant des années. Et puis, le temps a passé, il fallait suivre des études. Donc au lieu de faire l'école de journalisme, ce qui était mon désir le plus profond, on m'a fait faire plutôt, enfin mes parents ont insisté pour que je fasse de l'économie. Et puis j'ai poursuivi à l'université Paris-Dauphine, dont j'ai été diplômé. Et s'est posé la question à ce moment-là de travailler, et puis j'avais le souhait, et les rencontres avaient fait que j'étais tombé amoureux, et donc que on avait décidé de se marier, d'avoir des enfants, etc. Et donc, je suis rentré dans une entreprise d'abord de distribution, qui avait des supermarchés, pour faire la gestion, les finances. Et puis, chez un constructeur informatique, en 1982, je vais créer une radio libre avec 2 copains de l'époque, un qui était un technicien,
et l'autre qui était plutôt un politique et qui avait, comme moi, le désir profond de lancer cette radio. Elle s'appelait, et s'appelle encore, RGB. Le technicien tenait les fils sous la table, le politique amenait les invités, et moi j'étais la voix. Et j'ai tout fait dessus, les magazines d'information, la musique classique, les années 60, bref, les flashs. Je faisais tout, je me régalais, en plus de mon travail salarié dans l'informatique. Dans les livres, ce qui m'intéresse, c'est les personnages, la façon dont on les décrit, dont ils vivent. Beaucoup de livres sont pauvres en termes de description des personnages. On ne croit pas toujours à leur psychologie ou elle n'est pas vraiment existante. Mais ceux qui savent le faire de manière merveilleuse. Et moi, j'aime, encore aujourd'hui, après toutes ces années, me retrouver dans les personnages qui animent les livres que j'aime lire. Et ça, c'est une force pour un écrivain. Jean d'Ormesson me disait un jour, il faut savoir décrire les hommes, mais il faut savoir décrire aussi dans quoi ils vivent. Il me dit, regardez Balzac. Alors je lui dis, Balzac, c'était un peu long les descriptions quand même, on avait du mal à tout lire. Il me dit, oui, mais après, vous étiez quand même au milieu du champ, de la route, du chemin ou de la maison qu'il avait décrite. Donc c'est vrai, donc les personnages pour moi sont très très importants, et puis les intrigues, ça n'est jamais terminé, c'est sans fin, mais ça reste une intrigue, ça reste une aventure, ça reste une histoire, et je trouve ça absolument extraordinaire. J'avais toujours au fond de moi cette double passion pour la radio et pour l'édition. Mais un jour, je reçois un coup de téléphone d'un cabinet de recrutement qui cherchait un financier pour un groupe d'édition. Ah là, je me suis dit, c'est moi. J'ai pas envie de faire des finances dans un groupe d'édition, mais peut-être que c'est le premier pied que je peux mettre avant le deuxième. J'y vais. J'ai été pris et j'ai tout de suite un poste de direction, même dans ce grand groupe qui s'appelle Editis aujourd'hui, qui est le deuxième groupe d'édition français. Je me souviens de mon dernier entretien avec le PDG du groupe, monsieur très froid, dans son costume cravate, là, voilà, qui me dit bien, écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Je lui dis, mais j'aurais quand même une question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'édition, pas forcément les chiffres de l'édition. Il me dit, vous m'emmerdez comme ça. Vous voulez ce poste ou vous ne voulez pas ce poste? J'ai dit, mais si, je veux ce poste, mais je voulais vous dire aussi que j'ai un amour du livre et de l'édition qui peut-être se retrouve un peu dans mes propos. Et il me dit, écoutez, faites déjà les chiffres, faites la finance, on va travailler ensemble, puis l'avenir nous dira ce qu'il sera. Et 3 ans, jour pour jour après, son assistante m'appelle et me dit, Pierre, le président veut vous voir ce soir à 18h30. J'y vais un peu intrigué à 18h30. Il me reçoit non pas devant lui, devant son bureau, mais dans la partie salon de son bureau. C'était la première fois. Et il me dit, voilà, vous vous rappelez de cette conversation idiote, stupide d'il y a 3 ans? Eh bien, vous commencez demain matin, je vous envoie, on a un problème avec le directeur des presses de la Cité. Vous prenez sa place demain matin, 8h30, et vous allez commencer par un comité d'entreprise parce qu'il y a une crise là-bas et que vous allez me dénouer cette crise. Et là, j'ai redressé la situation. Et du coup, cette expérience de redressement ne va jamais me lâcher et on va m'envoyer partout où il y avait le feu. Un bon éditeur n'est pas forcément un bon chef d'entreprise. Qu'ils fassent des bons livres, qu'ils aient du succès, on s'occupe du reste. Et j'ai pris la direction de Belfond, qui a été une expérience absolument magnifique, avec des gens qui étaient formidables, très professionnels, et des auteurs que j'ai contribué à faire découvrir en France, avec Françoise Bourdin, par exemple, qui est devenu un des 10 plus gros vendeurs de livres en France, mais Harlan Coben, Frank McCourt à l'étranger, Douglas Kennedy. Et puis de Belfond et des presses de la Cité, j'ai voulu créer ma propre maison. Et ce groupe m'a permis de le faire, notamment parce que la clé, quand vous créez une maison d'édition ou quand vous la dirigez, c'est sa diffusion
et la distribution des livres. La diffusion, c'est la vente, la distribution, c'est la logistique. Et donc, le président du groupe, toujours le même, toujours aussi souriant, me dit, bon, bah, allez-y, faites votre bazar, créez votre maison, et puis mais qu'elle soit profitable. Donc, elle s'appelle Les Presses de la Renaissance. Elle était dédiée à la spiritualité, au sens large. Le premier ouvrage que j'ai publié d'un académicien français avait fait 45 000 exemplaires, ce qui était très très bien et qui m'a permis d'équilibrer les comptes dès la première année. En fait, quand on est dans une maison d'édition et qu'on la dirige, on dirige une entreprise en fait. Et il y a des clients, il y a des salariés, il y a des produits, il y a des stocks, il y a tout ça. Et donc, il faut effectivement savoir jongler entre les aspects éditoriaux, le contenu de ce que l'on va produire, que ça colle avec les désirs, les envies du public. Alors là-dessus, j'ai pris ma leçon première très très vite, puisqu'on m'a proposé comme manuscrit L'Alchimiste de Paulo Coelho, et que j'ai dit c'est de la daube. Et donc ça a dû faire, je crois, 2 millions d'exemplaires. Et on m'a dit, tu vois, tu ne publies pas les livres que tu veux lire, tu publies les livres que les autres veulent lire. Et donc, ça a été une leçon, il n'y en a pas eu besoin d'eux. Et on est sans arrêt dans un système d'avance dans l'édition. On fait une avance à l'auteur, on fait une avance au distributeur, on est sans arrêt dans l'avance, donc il faut ne pas confondre chiffre d'affaires et trésorerie, et donc être quand même assez fin gestionnaire. Et puis de l'autre côté, c'est la rencontre permanente, quotidienne, avec des auteurs connus, inconnus, déjà dans la maison, à conquérir. Et en fait, je passais plus de temps à écouter les auteurs qu'à leur parler. Et finalement, on gère des égos. Tous ont des égos. Ils ont écrit le livre du siècle, etc. Et moi, j'ai envie qu'ils publient le livre du siècle. Et donc, on se retrouvait sur ce terrain-là, et je crois avoir toujours bien su gérer les égos des autres. Et c'est une des clés, je crois, pour réussir dans ce métier. Et à ce moment-là, si les équilibres se font, eh bien, vous avez les auteurs et vous avez les chiffres qui viennent avec. Le tout, c'est d'oser. Il faut oser. Si on n'est pas curieux, que l'on n'ose pas, il faut faire un autre métier. On n'est pas fait pour ça. Et si on est très très fort sur la relation avec les auteurs, la façon de leur faire accoucher des textes qui vont plaire au public, à ce moment-là, il faut sous-traiter la partie gestion à quelqu'un d'autre. Et donc, ayant réussi cette expérience, bien, je suis allé après vers d'autres maisons que j'ai dirigées, avec, pareil là encore, un hasard, un coup de téléphone. Le PDG du groupe Vivendi, qui me dit il faut que tu me rachètes, je ne le connaissais pas, il me tutoie, il faut que tu me rachètes, c'était Jean-Marie Messier, donc Jean-Marie Messier, maître du monde, qui m'appelait, il faut que tu me rachètes les éditions de La Découverte. Mais pourquoi Il me dit elles sont en faillite, et je suis devenu président de La Découverte pendant 3 ans et demi, une aventure formidable dans les sciences humaines. J'ai beaucoup aimé ce passage dans les sciences humaines. Et donc j'ai eu de la chance là encore, parce que j'ai redressé les comptes de La Découverte en 1 année ou 2. Et finalement, je suis devenu, pendant 7 ans, DRH du groupe Editis. Et j'ai beaucoup aimé ce poste, parce qu'en fait, j'ai rencontré tous les Français dans l'échantillonnage que j'avais devant moi. Mais j'étais un peu loin des livres, tout au moins un peu plus loin, et donc je ne les voyais qu'une fois terminés. Et donc j'ai demandé à être relevé de cette fonction et à redevenir patron de maison. Et là, j'ai eu la chance de diriger Plomb, quand même, la maison du général de Gaulle, de Claude Lévi-Strauss, etc., avec des gens absolument passionnants. Également Perrin, qui était la maison d'histoire, avec les grands historiens aujourd'hui qui publient dans cette maison. Et puis, on m'a de nouveau fait changer. Je serais bien resté plus longtemps, et je suis allé diriger Robert Laffont, où j'ai trouvé là aussi des auteurs formidables, dont Jean d'Ormesson par exemple, mais d'autres aussi
qui sont devenus pour certains d'entre eux des amis. Et ça a été ma dernière expérience de direction d'une maison d'édition, parce que j'arrivais à un moment où j'avais envie de voyager, de faire de la montagne, de faire le tour du monde en famille, etc. Et le président du syndicat national de l'édition m'a dit non, je cherche le directeur général du syndicat, était la personne qu'il nous faut pour ça. Et ça a été une expérience extrêmement riche qui a duré 7 ans et demi, à défendre les intérêts de la profession au niveau français, au niveau européen et au niveau mondial. Moi, la passion, elle était là dès 4-5 ans et elle est restée intacte tout au long de ma vie professionnelle. Et donc, pourquoi ça? C'est que j'ai toujours voulu percer le mystère des auteurs, ce qui faisait que dans leur tête, ils imaginaient ces histoires ou qu'ils avaient ces aventures à nous raconter. Le plaisir des mots, la qualité des mots, la qualité des textes, et ce voyage intérieur qui m'a beaucoup construit, qu'est la lecture. Je crois beaucoup à l'éveil de la lecture, la richesse des mots, de la langue. Je me désespère un peu quand je vois l'orthographe et la syntaxe qui disparaissent des articles de presse et même de certains livres maintenant. Et je pense qu'il faut se méfier de ça, parce que la passion que l'on a pour les livres, elle vient aussi de la qualité et de la beauté de ces voyages intérieurs qu'on nous permet de faire. Alors, toute ma vie, finalement, j'ai raconté des histoires, en fait, d'abord à mes enfants, mes neveux et nièces, et puis mes petits-enfants. Aujourd'hui, il y a des traditions dans la famille, à Noël et à d'autres moments. Mais ces histoires, finalement, mes enfants et mes petits-enfants me disent, mais on va les oublier une fois qu'il faudrait pouvoir les écrire. Et j'ai du coup décidé de les écrire. J'ai quitté le syndicat national de l'édition. Le président d'une association que je connaissais bien, qui est le patron des éditions Calman-Lévy, il me dit, écoute, j'ai créé une association qui s'appelle le Labo des Histoires, qui organise des ateliers d'écriture créative pour des enfants dans des quartiers difficiles. T'es fait pour ça? Oh, j'ai fait pour ça. Et donc j'ai été voir, j'ai regardé, etc. Et je suis rentré dans cette association et je participe et anime des ateliers d'écriture parce que c'est ce qu'il me semble. J'ai envie de transmettre cette matière. Comment est-ce qu'on réfléchit? Comment est-ce que l'on fait travailler son imaginaire? Et je crois qu'il faut plus que jamais développer son imaginaire parce que c'est là que la vraie vie, elle est. Tout ce que l'on va faire de grand et de bien, on l'aura rêvé. Et donc, les livres sont un outil merveilleux pour pouvoir le faire. L'enfant écrit à l'adulte qu'il aimerait être, et l'adulte répond à l'enfant qu'il aurait aimé être. Et il en ressort sur notre société d'aujourd'hui, la façon de vivre, etc., des choses absolument extraordinaires, des pépites merveilleuses. Sur tout le territoire français et les départements et territoires d'outre-mer. On fait plus de 3000 ateliers par an, et on touche plus de 40 000 enfants chaque année. Donc pour moi ça c'est merveilleux parce que mon objectif à la retraite était de transmettre. Ça m'occupe beaucoup, mais c'est plus qu'une occupation, c'est une suite. Vous savez, les livres qui se terminent par 3 petits points à suivre. Ben voilà, j'y suis.